Bienvenue à tous, vous êtes sur le fauteuil rouge. Passion, précision, innovation, telle sera la trinité essentielle de cette rencontre avec un invité atypique, Robert Bourgi, personnage historique qui a traversé les 50 dernières années aux côtés de l'Afrique et de la France. Bonsoir Robert Bourgi. Bonjour Monsieur Morgan. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi. Alors, j'ai envie de vous dire, vous avez hérité d'un nom, Bourgi, mais vous vous êtes très rapidement fabriqué un prénom, Robert, et même plusieurs surnoms. Pourquoi, après 50 ans de vie dans l'ombre, aujourd'hui, avoir décidé de déclassifier vos archives? À 80 ans, quelque temps avant mes 80 ans, j'avais décidé de livrer ma vie à l'opinion publique, nationale et internationale. Dire ce que j'ai fait. C'est mon capital, j'en fais ce que je veux. Et je l'ai fait en homme libre. Je suis un homme libre, je l'ai toujours été. D'accord. Alors, je vais vous avouer une chose, un sentiment d'insatisfaction. Toutes les fois que j'ai vu à la télé, la plupart du temps vous êtes interrogé à charge, on passe à côté de l'homme historique que vous êtes, quelqu'un qui a quand même vu traverser avec lui le temps des personnages emblématiques qui ont marqué l'histoire de la France et de l'Afrique. Aujourd'hui, d'où l'idée de se dire un personnage comme le vôtre, c'est un personnage, quand on l'a en face, qu'il faut faire parler, qu'il faut écouter. Parce que tout ce que vous avez vécu peut être source d'enseignement et peut être source d'émulation pour les générations à venir. Alors, quel a été le moment déclencheur de votre engagement dans la diplomatie parallèle? On va appeler ça comme ça, Robert Bourgi. Vous savez, j'ai eu comme exemple, dès mon plus jeune âge, l'exemple de mon pauvre père. Papa, à ses 40 ans, 30-40 ans, s'est mêlé à la politique sénégalaise. Et ensuite, après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, ayant fait la connaissance de Jacques Foccart, il s'est mêlé à la vie politique française, en étant un des financiers du Rassemblement du peuple français, le RPF, créé en 1947 par le général de Gaulle. Et gamin, avec mon frère aîné Albert, dont je ne louerai jamais assez la sagesse et l'expérience, et nous avons vu papa naviguer dans le milieu politique sénégalais et dans le milieu politique français. Entre 1947 et 1958, la traversée du désert du général de Gaulle, nous avons vu Jacques Foccart. Et en 1954-1955, à l'hôtel de la Croix du Sud à Dakar, papa nous avait demandé, à Albert et à moi, de l'accompagner à l'hôtel de la Croix du Sud. C'était le meilleur hôtel de Dakar. D'accord. Et mon frère aîné Albert, mon aîné de 3 ans, lui avait dit « Mais on y va pourquoi, papa ?» Il a dit « On va voir M. Foccart. » C'était Foccart. Papa ne parlait pas le français, mais on savait qui c'était, Foccart. Il venait souvent à la maison. Et là-bas, nous avions été mis en face d'un homme que papa appelait avant la rencontre Pompidou, Pompidou. Et c'était M. Pompidou, qui était directeur de chez Rothschild et qui revenait d'une mission en Mauritanie, les minerais et tout, et nous avons vu pour la première fois M. Georges Pompidou, que j'ai revu par la suite en 1979, en 1968-69, j'étais membre des CDR, c'était les événements de mai 68, l'après le général de Gaulle, et là, j'ai été mis en face du général de Gaulle, de M. Pompidou, par Jacques Foccart. Et Jacques Foccart dit au candidat Pompidou, candidat à la présidence de la République, à la succession du général, il lui a dit « C'est le fils de notre ami Bourgi. » « Ah bon, vous savez, j'ai bien connu votre père. » Et c'est là que
qu'a commencé, si vous voulez, mon initiation à la vie politique française. Justement, vous parlez de cette initiation, de cette personne qui vous a mis le pied à l'étrier. Quelle a été votre première mission officieuse ou confidentielle? Est-ce que vous en souvenez ou pas? Il y a un point de départ. Bon, j'ai parlé de la poignée de main échangée avec M. Pompidou en 69, 68, 69. Mais le point de départ, c'est un courrier qu'il y a eu, premier courrier épistolaire entre M. Chirac, qui venait de quitter Matignon et de quitter M. Giscard d'Estaing, et moi-même. Je lui avais fait un courrier à la demande de M. Focard, il m'avait répondu, et je l'avais rencontré en 1976. Il avait un bureau, place du Palais Bourbon. Avec M. Focard, je suis allé lui rendre visite. Ça a été ma première rencontre avec Jacques Chirac en 76, en novembre 76, et j'ose le dire, ça a été pour moi un coup de foudre. J'ai senti tout de suite que le monsieur s'intéressait à moi. Mais je ne l'ai revu qu'en 1981. Et là, candidat malheureux à la présidentielle, j'étais devenu délégué national du Club 89 pour tous les pays en développement. À Abidjan. J'étais en poste à Abidjan, mais il avait fait de moi le délégué national du Club 89 pour tous les pays en développement. J'étais membre actif du RPR. Et là, au cours d'un entretien à la mairie de Paris, Jacques Chirac, faisant allusion au financement du RPF et des leaders politiques de la droite, le général et M. Pompidou, m'avait demandé, vu les relations que j'avais avec mes compatriotes libanais en Côte d'Ivoire, fortunés, il m'avait dit, est-ce que vous pourriez, comme l'avait fait votre père, d'après ce que m'avait dit Jacques Focard, est-ce que vous pourriez éventuellement m'aider à financer mon action politique? Je lui ai dit, monsieur le maire, je ne l'ai jamais appelé monsieur le Premier ministre, je lui ai dit, je suis à votre disposition et je crois que j'ai la possibilité d'amener les Libanais à vous aider, parce qu'ils sont tous fondamentalement gaullistes, et pour eux, vous êtes l'incarnation du gaullisme. De toute façon, on voit que papa, donc Mamour Bourgi, n'était pas un gaulliste de la 25e heure, c'est un gaulliste aussi des moments difficiles. Absolument. Papa était, au début de la guerre, en 1940, le malheureux, il avait suivi les chefs religieux sénégalais et les hommes politiques de l'époque, Lamine Gueye. Il avait suivi De Gaulle, mais sans savoir qui était De Gaulle. Je vous ai entendu parler de Jacques Chirac tout à l'heure. J'ai ressenti comme une pointe d'émotion, quelque chose de l'ordre de la tendresse dans votre voix. Vous en avez vu passer, hein, des hommes politiques en France, Chirac, Giscard, Mitterrand, Sarkozy. Quel est l'homme politique français, hein, dans le microcosme politique français, qui vous a le plus marqué? Il y a un homme que je classerai à part, qui est pour nous au plus profond de notre cœur, c'est Jacques Focard. C'était l'ami de papa, l'ami de maman et l'ami de la famille. Il est hors norme. Mais celui pour lequel j'éprouve le plus grand respect, la plus grande affection, et voire même le mot que vous avez utilisé, de la tendresse, c'est Jacques Chirac. C'est paradoxal parce que dans toutes mes interventions, dans le livre, je parle de Jacques Chirac, qui recevait le financement de son action politique par les chefs d'État africains, mais cela n'enlève rien à la tendresse que j'ai pour lui et au respect. À telle enseigne, monsieur, que souvent, après son retour vers la maison du Père, je vais au cimetière Montparnasse avec ma femme. Pas tout le temps, mais souvent, et je brûle de l'encens sur sa tombe. Et dans le secret de tout le monde,
Je le dis parce que vous me posez la question, et je voudrais rétablir une vérité. Oui, j'ai parlé de Jacques Chirac, du financement de son action politique, mais ça n'était pas le premier. Jacques Foccart, dans ses mémoires, voir le tome 5, La mort, la fin du gaullisme, page 74 à 81, il parle du financement politique par les Africains. Il cite l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jacques-Raphaël Lègue, qui a apporté une contribution financière du président Houphouët-Boigny à M. Pompidou. Jacques Chirac n'innovait pas. Il était dans la continuité de ce qui se faisait. Le président Mitterrand aussi a profité du financement politique par les chefs d'État africains. Il n'est que de voir les ouvrages de ses collaborateurs. Voilà. Votre proximité avec Nicolas Sarkozy n'est pas un secret, tout le monde la connaît. Qu'est-ce qu'il avait de plus, Jacques Chirac, pour qu'il soit la personnalité qui emporte de loin votre adhésion? D'abord, il y avait la différence d'âge. Et Jacques Chirac, monsieur, ne m'a jamais refusé un service. Il a fait de moi, en 1981, son mandataire pour l'élection présidentielle. En Côte d'Ivoire, il y avait plus de 100 000 Français à l'époque. C'est moi qui l'ai désigné comme mandataire pour l'élection présidentielle. Cela se sait pas, mais je le dis, haut et fort. Et il m'a toujours ouvert sa porte, à Matignon, à la mairie de Paris, et il m'a rendu 1001 services. Et j'ai la chance d'être interviewé par un ressortissant africain. Combien de fois ai-je demandé à M. Chirac, Premier ministre? Ai-je demandé à Chirac, maire de Paris? Ai-je demandé à Jacques Chirac, président de la République, des services pour mes frères africains? Appartements, visas, des gens qu'on arrêtait à l'aéroport de Roissy ou autres. J'ai été saisi par les chefs d'État ou la famille. J'appelais M. Chirac, soit directement, soit par son secrétariat. Et Jacques Chirac me rendait toujours ses services. Et donc, pourquoi ne pas l'aimer? Son amour pour les Africains, pour l'Afrique, n'était pas un fantasme, c'est une réalité. Non. Jacques Chirac aimait profondément l'Afrique, aimait profondément les Africains. C'était un tactile. Mais Nicolas Sarkozy est mon ami. Je m'honore de l'amitié de Nicolas Sarkozy. Mais on ne peut pas dire que c'est un Africain comme les Jacques Chirac. Jacques Chirac était un tactile. Il faut l'avoir vu comme je l'ai vu à Dakar, à Abidjan, à Libreville, à Brazza. Quand il était en compagnie d'Africains ou d'Africaines, c'était le grand frère, c'était le père. Il savait cajoler, il savait tapoter sur l'épaule, taper sur le ventre, raconter des tas de choses. Nicolas Sarkozy, c'est pas ça. Nicolas Sarkozy, d'abord, c'est un homme né en 1955 qui avait Jacques Chirac est de 33, Sarkozy de 55, il y a 22 ans de différence. Et la vie africaine de Jacques Chirac, elle est à nul autre pareil. Et il avait été formé par Jacques Foccart, ne l'oublions pas. D'accord. Alors, merci beaucoup pour toutes ces informations que vous nous donnez avec une grande générosité. Chirac, l'Africain, on l'a bien compris, hein, on n'est pas dans le fantasme, on est dans une vraie réalité. Il était plus proche de quel chef d'État africain, pour vous qui les avez tous côtoyés? Jacques Chirac. Houphouët-Boigny en premier et Omar Bongo Ndimba en deuxième. Il était très 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 proche d'eux. Mais il faut être ce que je suis pour le dire, parce que je l'ai approché. Je l'ai approché lui, Jacques Chirac, j'ai approché les deux autres chefs d'État. Il était très proche d'eux. Mais de qui n'était-il pas proche? Il était proche de tous. Il n'est que de... Il arrivait, que ce soit à l'Élysée, à la mairie de Paris, ou dans leur palais. Alors Omar, comment vas-tu? Hop, tape sur le ventre. Vous voyez ce que je veux dire? Et le voir embrasser Félix Houphouët-Boigny,
Combien de fois je l'ai entendu dire « Bonjour père, bonjour papa ». Comment va le père? Comment va le grand-père? C'est extraordinaire, ça. Alors, vous avez côtoyé de centaines, en tout cas des dizaines de chefs d'État africains, parmi les plus emblématiques. Tout à l'heure, vous avez évoqué Omar Bongo. C'est un nom qui revient tout le temps, dès que vous vous mettez à développer une prose. Omar Bongo, vous vous rappelez de votre première rencontre? C'était où? Dans quelles circonstances? Absolument, je m'en souviens comme si c'était hier. Jacques Chirac, j'étais en activité, tout en étant professeur à la faculté de droit de Paris, d'Abidjan. J'étais proche de M. Chirac de par mon action politique. Et il m'avait dit, je vais à Libreville, faites un saut depuis Abidjan à Libreville. Et je suis allé le retrouver, c'était un sommet des maires, vous savez, l'association des maires. Il était le président. Des maires francophones. Des maires francophones. C'était à Libreville, et là, il m'a présenté à Omar Bongo. Ah d'accord, donc vous connaissez Omar Bongo via... Grâce à Jacques Chirac. C'est Jacques Chirac qui me l'a présenté en 82 à Libreville, à la Cité de la Démocratie. Et Omar Bongo, à la fin de l'entretien, il avait... Tout de suite, il a paru intéressé par ma personne. J'ignore pourquoi, d'ailleurs. Et il m'avait dit, quand est-ce que vous repartez sur Abidjan? Et je lui ai dit, Monsieur le Président, moi je repars demain. Il m'a dit, non, vous allez rester 24 heures, 48 heures de plus. Et je lui ai dit, mais vous savez, j'ai les comptes à rendre à la faculté de droit d'Abidjan. Il m'a dit, je m'en occupe. Et là, s'est créé entre lui et moi quelque chose d'inoubliable, de profond. Il m'avait demandé de l'appeler papa, et lui m'appelait fiston. Et il vous a adopté tout de suite? Tout de suite. Tout de suite. Et en 2009, lorsqu'il est parti, j'ai éprouvé une peine aussi grande que lorsque j'ai perdu mon pauvre père et que j'ai perdu Jacques Foccart, en mars 1997. Alors, puisqu'on évoque Omar Bongo, sans aller de coq à l'âne, on va rester au Gabon. Il y a une actualité aujourd'hui au Gabon, il y a un nouveau chef d'État. Vous n'avez pas pu rester autant de temps autour d'Omar Bongo sans avoir jamais croisé Clotaire Brice Oligui Nguema? Oh, c'est une belle question d'ailleurs, d'actualité. J'ai connu, qu'il me pardonne de l'appeler Brice, j'ai connu Brice aux côtés du président Omar Bongo. Il était jeune officier et le président Bongo l'aimait beaucoup, l'estimait beaucoup. Et j'appréciais beaucoup Brice, beaucoup plus jeune que moi. Et Brice s'était rendu compte de la qualité des relations qu'il y avait entre son maître et moi. Et un jour, je lui ai posé la question, il m'a dit, vous savez, grand frère, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi proche du patron que vous. Et ma foi, je trouve que c'est une excellente chose qu'il soit devenu, qu'il ait été celui qui a renversé le pouvoir autocratique d'Ali Bongo pendant la période de la transition, et je suis heureux qu'il ait été élu à une majorité écrasante président de la République gabonaise. Et je suis confiant pour l'avenir du Gabon avec Brice Clotaire Oligui Nguema. Je suis très confiant. Alors, vous le voyez souvent, vous voyez des qualités en lui, des qualités de futur leader, bien qu'il soit à l'époque un homme en tenue, donc tout en réserve? Non, vous savez, je l'ai revu une seule fois. À Dakar, il y a 2 ans, il était président de la transition, il était passé par Dakar, et le président Macky Sall, dont j'étais le conseiller officieux, m'avait dit, il serait bon que tu rencontres ton jeune frère Brice, qui sera de passage à Dakar. Et j'ai revu Brice à Dakar. Nous avons passé 2h30 ensemble, et le directeur du protocole actuel, et dont j'ai fait la connaissance à Dakar, m'avait dit, maître, je n'ai jamais vu quelqu'un qui ait été accueilli avec autant d'affection et d'enthousiasme que vous par le président de la République. Je lui ai dit, c'est normal,
nous avons grandi ensemble. Moi en âge, lui en tempérament. Et je suis confiant pour le Gabon. C'est un homme, d'abord, qui a eu pour maître Omar Bongo Ondimba, qui a été formé par Omar Bongo Ondimba, et il aime profondément son pays, et les Gabonais le savent bien. L'élection présidentielle, j'ai entendu dire qu'il y avait eu le trafic, vous savez, on avait triché, c'est faux. C'est faux. Le plébiscite est réel. Le plébiscite est réel, il y a une adhésion du peuple à Brice Clotaire Oligui Nguema, et il faut aller le voir. Moi, je me tiens au courant quotidiennement de ce qui se passe au Gabon. Il va dans les quartiers, comme on dit, il joue au foot avec les uns, il danse avec les autres, il a créé des emplois pour les jeunes, les taximans, et tout et tout. Non, mais c'est un gars qui va réussir. Et le Gabon va retrouver ses lettres de noblesse. Et regardez le score fait par ses opposants à la présidentielle. C'est d'un ridicule. D'accord. Le Gabon va retutoyer son lustre d'antan, notre invité aujourd'hui, Robert Bourgi, qui est avec nous. On va profiter de vous, doyen. On va pas se gêner, c'est pas tous les jours qu'on a la possibilité de vous avoir. Parlant de Jacques Chirac, tout à l'heure, vous avez cité 2 noms. Vous avez dit qu'il avait une affection particulière pour Houphouët-Boigny et ensuite pour Omar Bongo. On a parlé d'Omar Bongo. Je voudrais qu'on parle de Houphouët-Boigny. Quelles sont les impressions personnelles que ce personnage haut en couleur vous a laissé? Vous savez, je dis toujours à mes amis, à mes interlocuteurs, qu'ils soient de la profession comme vous ou autres, Houphouët-Boigny était un homme exceptionnel. Le général de Gaulle, qui était avare de compliments, dans ses mémoires, dit bien d'Houphouët-Boigny, ouvrez les guillemets, cerveau politique de premier ordre. Houphouët-Boigny était un homme pas très grand, mais écrasant par son équation personnelle. Un vrai charisme. Ah oui, un charisme. Et sa connaissance des problèmes politiques, pas simplement ivoiriens ou africains, mais mondiaux. C'était un homme qui était consulté par les présidents américains, par les chefs d'État du monde oriental. Non, c'était un homme exceptionnel. Et j'ai eu la chance d'être reçu par lui une dizaine de fois. J'avais accompagné Jacques Foccart, j'avais accompagné Michel Aurillac, j'avais accompagné Alain Juppé. Et à chacun de ces entretiens, ces invités, en sortant de l'audience, me disaient « Quel homme exceptionnel !» Non. Comme on dit en Afrique, il n'a pas son pareil. Il n'a pas son pareil. Il n'a pas son deux, comme on dit, comme disent les Africains. Alors, là, on parlait de Houphouët-Boigny, qui est donc l'architecte de la Côte d'Ivoire moderne. Vous qui avez été témoin un tout petit peu de cet épisode de la vie africaine, qu'est-ce qui justifie, par exemple, la trajectoire dans laquelle il a laissé la Côte d'Ivoire? Pourquoi on a Abidjan qui s'est développé à vitesse grand V et pas d'autres capitales africaines francophones? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi la spécificité ivoirienne sous Houphouët? Tout simplement, entre lui et les pères africains, ses pères africains, il y avait une différence énorme. C'est le génie politique. Il voyait tout avant tout le monde. Regardez, la Côte d'Ivoire, c'est une république européenne. Abidjan est une capitale ultramoderne. Et quand vous passez d'Abidjan pour aller dans d'autres capitales africaines, dont je tairai le nom pour ne pas provoquer l'animosité des chefs d'État, vous allez en brousse après, vous voyez, quand vous quittez Abidjan. Et il a fait une Côte d'Ivoire moderne, une Côte d'Ivoire développée, une Côte d'Ivoire à l'égal des grandes puissances. Non, Houphouët-Boigny est inégalable.
Alors, puisqu'on parle d'anciens, on parle de doyens, il y a un qui est un doyen, c'est le président Biya du Cameroun. Est-ce que vous l'avez connu? Est-ce que vous le connaissez bien? Vous l'avez souvent rencontré? Je l'ai connu. Je l'ai rencontré une dizaine de fois. Et la première rencontre que j'ai eue avec lui, c'était en 1986. C'était la première cohabitation Mitterrand et Chirac. Et j'étais au cabinet du ministre de la Coopération de l'époque, l'exceptionnel Michel Aurillac, et nous sommes allés en visite officielle au Cameroun. J'accompagnais le ministre, dont j'étais le conseiller politique. Et Michel Aurillac avait téléphoné au président Bongo. Il lui avait dit « Je vais au Cameroun, président ». Et il lui a dit « Tu emmènes Robert ?» Il lui a dit « Oui, Robert est mon conseiller politique. » Il dit « Bon, d'accord, c'est tout. » Et il y avait une réception à Yaoundé, vous savez, le ministre de la Coopération. Nous étions à l'ambassade de France, il recevait la communauté française. Il y avait eu une audience avec le président Biya. Et je reçois un coup de fil de Martin Bellinga, le directeur du protocole de l'époque. Il me dit, Maître Bourgi, Monsieur Bourgi, je n'étais pas encore avocat. Monsieur Bourgi, oui. Il me dit, le président Biya vous souhaiterait vous voir à 22h. Je lui dis, mais le ministre le sait? Il dit, non, personne ne le sait. C'est le président Bongo qui a parlé de vous au président Biya et il souhaiterait que vous rencontrez. Et voilà que toute la délégation officielle qui accompagnait le ministre rentre dans les chambres d'hôtel, vous savez, et moi, on est venu me chercher et je me retrouve en face du président Paul Biya, au palais des Toundi. Et je ne vous cache pas que j'avais été impressionné par le président Biya. Et ce que je retiens de lui, et que je retiendrai toujours de lui, c'est cette gentillesse dans le regard. Il a un parler agréable. Il ne parle pas fort. Il chuchote, le président Biya. Et il m'a mis à l'aise et nous avons abordé tous les problèmes. Et il m'a dit, j'aimerais bien tisser avec vous une sorte de relation, comme celle que vous avez avec Omar Bongo, à qui je dois le privilège de vous connaître. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, Monsieur le Président, je suis à votre disposition. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai vu ensuite 3, 4, 5 fois. Et à chaque fois que j'arrivais à Yaoundé, il me recevait bien évidemment. Et ensuite, obligatoirement, il me disait, mon avion va vous accompagner à Libreville. Parce que j'ai informé le président Bongo de votre présence à Yaoundé, et je partais ensuite à Libreville. Et il y avait eu une sorte de commerce honorable, intellectuel honorable, entre Biya, Robert Bourgi et le président Bongo. Et bon, l'âge est là maintenant. Il en est à son quantième mandat, je l'ignore. Il est nonagénaire. Le voilà candidat à une nouvelle présidentielle. C'est un peu choquant. C'est un peu choquant parce que l'âge est là. Mais je me pose la question, Morgane. Lui, parti, est-ce que le Cameroun va être en bonne santé? Justement, je m'apprête à vous poser la question. Quel avenir pour le Cameroun après Paul Biya? D'ailleurs, vous avez connu, avant de nous répondre à cette question, vous avez connu Amadou Ahidjo bien avant. J'ai connu Ahidjo par la volonté de M. Focard. J'ai rencontré le président Ahidjo à Grasse, où il avait une maison, avant ma soutenance de thèse. J'ai soutenu ma thèse de doctorat d'État en 1978 et j'ai rencontré le président Ahidjo en 1977 à Grasse. Et je ne vous cache pas, j'avais été impressionné. C'est pas Biya, mais
c'était la sagesse africaine venue du fond des âges. Vous voyez, gentil et tout. Et ensuite, il m'a dit, j'aimerais bien que vous me rendiez visite à Yaoundé. Et c'est Samuel Eboua, son plus proche collaborateur, qui avait organisé mon voyage à Yaoundé. Et il y a quelque chose qui m'avait marqué, c'est qu'il grillait cigarette sur cigarette. Et... Ah, c'était un gros fumeur. Ah oui, c'est un fumeur. Il grillait cigarette sur cigarette. C'était assez impressionnant. Et une autre fois, je l'ai vu, c'était la période du Ramadan. La période du Ramadan, et j'avais commis un pieux mensonge. Je lui avais dit que je faisais le Ramadan. C'est faux, je ne faisais pas le Ramadan. Ce qui fait que je mourais de faim. Lui, c'est un vrai musulman. D'accord, vous par correction. Par correction. Un pieux mensonge, j'ai dit. Et voilà, les 3 fois où j'ai vu le président Ahidjo, lui aussi était impressionnant. Cette génération d'hommes d'État était assez impressionnante. Vous avez ressenti du patriotisme, l'amour de son pays chez lui? Il était à Dakar quand il est parti, oui. Ahidjo. Il était à Dakar. Et j'avais été peiné parce que la manière dont il a quitté le pouvoir, forcé par certaines personnes. Qu'est-ce qui s'est passé, justement? Puisque, doyen, qu'on se le dise, on a dit qu'on se disait tout aujourd'hui. Vous qui êtes témoin de l'histoire, on a entendu tellement de versions. Il aurait été trompé sur son état de santé pour lui tordre la main dans le dos. Que s'est-il passé? Écoutez, j'ai parlé. Pourquoi Ahidjo est parti du pouvoir? Je me suis posé la question. Et j'ai posé la question au meilleur des exégètes, c'est-à-dire Jacques Foccart. Il m'a dit qu'il avait été trompé par le président Giscard d'Estaing, qui lui avait raconté des choses déplaisantes sur son état de santé, et surtout, forcé par certains groupes de pression, vous voyez. Voilà la raison pour laquelle... On parle notamment de sa non-appartenance à certaines sociétés de pensée, certains mouvements ésotériques. Certaines sociétés de pensée, certaines sociétés certaines de loges pensée secrètes, certaines loges, tout y est, et certains milieux d'affaires aussi. Et voilà pourquoi le président Ahidjo... Ces milieux d'affaires ont préféré le président Biya au président Ahidjo, juste parce qu'il n'était pas... Non, président Biya était déjà connu du patronat français, des milieux d'affaires occidentaux, très apprécié du président Giscard d'Estaing. Et n'oublions pas qu'il y avait aux côtés du président Giscard d'Estaing, comme conseiller Afrique, le plus proche collaborateur de M. Foccart, René Journiac. Et Journiac a joué un grand rôle dans le fait que Giscard d'Estaing ait amené le président Ahidjo à l'écouter et à quitter le pouvoir. Et c'est pour ça que je vous ai dit que le meilleur des exégètes, c'est-à-dire Jacques Foccart, m'avait dit la vérité, le fond des choses. Le fond des choses. Et pour vous, c'était une bonne ou une mauvaise chose pour l'histoire du Cameroun? Vous qui connaissez très bien les réalités africaines et peut-être en particulier. Le Paul Biya du début des années 80 était adapté au nouveau monde. L'Afrique basculait dans un nouveau monde. Et Ahidjo, son temps était passé. Son temps était passé. Pourtant, il aimait son pays? Il aimait profondément son pays. Mais on a jugé qu'il était dépassé par certains événements, par le monde. Vous savez, on a trouvé Ahidjo dépassé, comme on a trouvé Mobutu dépassé aussi. Et vous connaissez, vous qui êtes Camerounais, les relations qu'il y avait entre le maréchal Mobutu, non, le président Mobutu à l'époque, et le président Biya. Vous voyez, Justement, vous qui avez connu les deux hommes touchés normaux, il y a beaucoup de versions qu'on entend autour de cette relation. Le président Mobutu aurait été le père spirituel de
Paul Biya, une histoire de marabout, de guide spirituel en commun. Qu'est-ce qu'il y avait entre les deux hommes? Je vais vous répondre de manière succincte. Ne m'embarquez pas dans un domaine qu'un Africain comme moi, dont l'Africain comme moi ne doit pas parler. Le mysticisme, le monde surnaturel. Effectivement, le président Mobutu exerçait sur le président Biya de l'époque un fort ascendant spirituel. Et le mysticisme auquel croyait le président Mobutu a été inculqué au président Biya. Et il y avait une très forte connivence entre les deux. Et vous savez, quand le domaine du spirituel en Afrique, c'est un domaine sacré. Alors, juste un dernier mot sur le président Biya. Je ne comprends pas que cet homme qui était admirable, qui connaissait au bout des doigts, sur le bout des doigts, la politique, je ne comprends pas qu'il soit encore là aujourd'hui. La raison que je vous ai donnée, c'est qu'il doit savoir, ou autour de lui, on doit savoir que lui parti, le Cameroun pourrait traverser des zones extrêmement difficiles, des périodes de troubles. Il n'est pas éternel. Nul n'était remplaçable. On n'a pas pensé... Monsieur, nul n'était remplaçable. Mais, je vous dis une chose, Houphouët-Boigny est parti. Racontez-moi la vie politique de la Côte d'Ivoire depuis le départ d'Houphouët. Assez chaotique. Ah, chaotique. Coup d'État du général Gueye, la guerre civile, Bédier qui est renversé, le président Bédier qui est renversé, Laurent Gbagbo qui part à la CPI. Aujourd'hui, on a un président qui avait juré de ne pas faire un 4e mandat, qui est en train de liquider tous ses opposants, les éliminer de la course à la présidentielle pour être candidat une 4e fois. Et je suis inquiet pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est pour cela, nul n'était remplaçable. Mais l'exemple Houphouët est là. Il est parti alors que c'était un îlot de stabilité, la Côte d'Ivoire, pendant 3 décennies. Lui parti, bon. Et le Zaïre, devenu la RDC. Vous croyez que depuis le départ de Mobutu, la RDC vit une période agréable? On n'en pourrait pas le dire. Justement, vous parlez de Mobutu, merci de me faire ce joli pied de nez. En 97, on vous a vu dans l'avion présidentiel, oui, avec Mobutu rentrant de soins en Europe. Par la suite, il a quitté le pouvoir, il n'a pas fait long feu, il est décédé au Maroc. Vous êtes l'un des rares occidentaux qui a été à son chevet lors de son décès au Maroc. Vous pouvez nous raconter un tout petit peu cet épisode? Du jour où j'ai connu le président, le maréchal Mobutu, en 1991 ou 92, grâce justement à un homme d'affaires camerounais, Henri Damas Ongba, qui m'a présenté à la fille du maréchal Mobutu, Ngawali Mobutu, et je me suis retrouvé, quelques jours après, à Gbadolité. Et de ce jour-là, il y a eu entre le maréchal Mobutu et moi une relation d'une grande intensité. J'avais beaucoup d'affection pour lui, beaucoup d'estime et beaucoup de respect. Et jusqu'à ce qu'il parte, qu'il retourne vers la maison du Père, nous étions 5 blancs à ses obsèques à Rabat. 5 blancs? 5 blancs. Il y avait ma femme et moi, 2. L'architecte Olivier Clément Kakoub et sa femme, 4, et un jeune homme d'affaires français, Philippe Poirieux. Nous étions 5 à Rabat. Mais ce que je dois dire, vous êtes dangereux, vous, parce que vous m'obligez à parler, à faire sortir de la boîte aux souvenirs de choses dont je n'ai jamais parlé. Mobutu meurt. Que Dieu l'ait en sa sainte le
le président Chirac m'appelle, je dis bien m'appelle. Il me dit, qu'est-ce que vous comptez faire, Robert? Je dis, moi je vais aux obsèques à Rabat. Surtout pas. Non. Je lui dis, monsieur le président, mais c'est une plaisanterie. Ah oui, vous savez, je réagis très vite. Je suis très nerveux. Je lui dis, monsieur le président, vous n'y pensez pas. Je vais à Rabat. Je vais avec ma femme à Rabat. Et j'ai suggéré à l'ambassadeur Fernand Vibaud, qui avait remplacé Jacques Foccart à l'Élysée, vous voyez, comme conseiller personnel. J'ai suggéré à l'ambassadeur Fernand Vibaud de faire envoyer une couronne de votre part. Il m'a dit, surtout pas. Pas, je ne manifesterai pas. Et vous n'y allez pas. Je lui ai dit, monsieur le président, fermez-moi la porte de l'Élysée. Moi, je vais à Rabat. Et je suis allé à Rabat. Et pourquoi tous ces gens lui ont tourné le dos? Comment on passe d'un... Il n'y a pas que la France qui lui avait tourné le dos. Les Américains lui avaient tourné le dos. Les Anglais lui avaient tourné le dos. Alors qu'il avait servi leurs intérêts personnels et politiques. Pauvre maréchal Mobutu. Et c'était quoi son crime, le péché capital pour lequel... Parce qu'il passait pour un satrape, alors que je l'ai vu personnellement rendre les plus grands services à nos hommes politiques français. Et comment se fait-il que le Maroc soit le pays qui accueille toujours tous ceux qui tombent en disgrâce et dont on ne veut plus nulle part? C'est pas le seul chef d'État africain à avoir finalement trouvé refuge au Maroc. Parce que je ne suis pas un proche de la monarchie marocaine. Il y a à la tête du royaume marocain des hommes d'une grande humanité, d'une grande magnanimité, qui respectent la parole sacrée du Coran. Le roi Mohamed V, Hassan II et Mohamed VI, aujourd'hui. Et c'est une terre d'accueil. Regardez le seul pays arabe où les Juifs vivent en paix. N'est-ce pas le royaume marocain? Avec les musulmans. Ouais. Avec les musulmans. Cohabitation pacifique. Et je puis vous dire, je n'ai aucun contact avec la famille royale marocaine. Je n'en ai jamais eu. Je lis la presse et tout. Mais je puis vous dire que le roi Hassan II, que Dieu l'ait en sa sainte garde, a été extraordinaire de gentillesse avec le maréchal Mobutu pendant sa maladie. Et le roi Hassan II, comme le roi Mohamed VI aujourd'hui, sont d'une générosité avec la famille du maréchal Mobutu qui réside à Rabat. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Cela doit être dit et su. Alors, jusqu'à présent. Je ne sais pas s'il faille appeler ça de l'ingratitude, mais au regard de ce que nous enseigne l'histoire, en tout cas, c'est... Je voudrais ajouter quelque chose aussi. Oui. Comme ils le sont aujourd'hui vis-à-vis d'autres hommes politiques, comme le président Macky Sall aujourd'hui, qui a élu domicile à Marrakech. Ils sont extraordinaires de générosité, de droiture, d'élégance morale avec lui. Alors justement, au regard de tout ce que vous venez de décrire, quel conseil donneriez-vous aux nouveaux dirigeants africains aujourd'hui? Est-ce que c'est une équation gagnante finalement de taper dans la caisse et d'embarquer tout l'argent dans les paradis fiscaux? Je ne suis pas un contrôleur financier, mais on raconte beaucoup de choses fausses. Robert Bourgi, l'architecte invisible, c'est comme ça qu'on appelait cette émission, avec vous. Je voudrais qu'on parle à présent de quelque chose où vous aurez certainement un mot à dire, et un mot combien crédible, légitime, puisque vous êtes un témoin de ce pan de l'histoire. C'est les accords secrets post-coloniaux entre la France et l'Afrique. Quelle est la vérité sur les contenus de ces accords secrets? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? C'est les accords de défense.
le général de Gaulle avait demandé à Jacques Foccart de maintenir toutes ces nouvelles républiques africaines dans le giron de la France. Vous allez les rassurer, Foccart, on va élaborer des accords de défense qu'on va signer avec eux, vous leur garantirez leur maintien au pouvoir, et nous allons nous assurer de nos intérêts dans le pétrole, dans le gaz, dans les minerais, et c'est tout. De ne pas manquer des matières premières stratégiques. D'où la naissance de ce terme de France-Afrique. Et c'est le côté sombre de la France-Afrique, où la France a exploité outrageusement les richesses naturelles des pays africains aux dépens des populations africaines, en maintenant un pouvoir politique totalement soumis à l'impérium français, d'où la France-Afrique, et je l'ai vécu de très près, je l'ai vu faire, et c'est pour cela que je salue véritablement aujourd'hui, et je le fais sans cesse depuis 2011, je salue sans cesse l'apparition d'un nouveau personnel politique en Afrique. Je n'ai jamais critiqué les coups d'État militaires s'ils sont survenus au Mali, au Burkina Faso, au Niger et en Guinée. C'est qu'il était temps que cela se fasse, parce que le peuple lui-même n'est pas en mesure d'aller contre le pouvoir. Ça ne pouvait être que les militaires. Et ils sont là, et il ne sera pas impossible que d'autres pays suivent la même voie. Alors, l'apparition de régimes militaires. Alors, autre chose, parlant toujours de ces accords postcoloniaux, le sol et le sous-sol de l'Afrique appartient à la France. Vous êtes au courant de ce chapitre dans les accords coloniaux ou pas? Absolument. Un jour, j'étais chez M. Foccart et je discutais, je suis curieux, vous savez. Il me dit, vous savez, Robert, ne touchez jamais aux matières stratégiques, pétrole, uranium, minerais. C'est un monde extrêmement dangereux. C'est une sorte de mafia. Une sorte de mafia qui régit tout ce monde-là. Dixit Foccart. Une sorte de mafia qui régit tout ce monde-là. Ne touchez jamais aux matières premières stratégiques. Je me suis bien gardé de le faire. D'où le fait que je n'ai jamais été je n'ai jamais eu affaire à la justice. Impliqué. Alors, il y a des dirigeants africains, Robert Bourgi, qui témoignent qu'ils ont été enrôlés de force dans des sociétés secrètes du type franc-maçonnerie et que ces dernières leur empêchaient tout acte de bonté vis-à-vis de leur pays, vis-à-vis de leur peuple. Pourquoi la maçonnerie est source est composée de bâtisseurs en Europe et puis en Afrique c'est que de la jouissance? La franc-maçonnerie est très courante au niveau des chefs d'État africains. Pas mal d'hommes politiques africains sont francs-maçons. Pas tous, mais pas mal. Et il est évident que, d'après ce que j'en sais, je ne suis pas franc-maçon. Souvent, on m'a soupçonné d'être franc-maçon. Je ne le suis pas. Et je sais que la franc-maçonnerie française, puissante en Afrique, agit pour le compte des dirigeants et pas pour le compte du peuple. Pour le compte des dirigeants et pas pour le compte du peuple. Parce que souvent, les chefs d'État africains sont les grands maîtres de la franc-maçonnerie dans leur pays. Sassou, au Gabon pareil, et dans d'autres pays aussi. Et avec la bénédiction des loges mères en France ou pas? Absolument. Absolument. Alors c'est quoi? Une volonté de ne jamais voir l'Afrique émerger? Qu'est-ce que ça cache? Si d'un côté on bâtit, de l'autre côté... Moi j'ai une chose à vous dire, monsieur.
la réaction de la jeunesse africaine, d'une nouvelle élite africaine, contre l'ancienne forme de domination coloniale est une chose heureuse. Elle est la bienvenue. Il ne faut pas que ça cesse. Il faut que l'on sache en France qu'on ne peut plus avoir les relations incestueuses que l'on a eues avec l'Afrique comme auparavant. Les choses doivent changer. D'où, aujourd'hui, l'affaiblissement des positions françaises en Afrique et l'apparition de nouveaux partenaires, Russes, Turquie, Chine, Amérique, Brésil. Les BRICS, en gros. Voilà. Et la France n'est plus en mesure de lutter. Elle n'a plus les moyens financiers. Le général de Gaulle avait fait croire au monde que la France était une grande puissance. C'est une puissance nucléaire, certes, mais aujourd'hui, une puissance économique de premier rang, non. La France n'a plus les moyens. Alors, on va parler de Denis Sassou Nguesso. C'est le président du Congo-Brazzaville. C'est quelqu'un que vous connaissez bien. Quel type d'homme est-il? Et qui voyez-vous prendre le relais au Congo-Brazzaville après lui? J'ai toujours la plus grande amitié pour Sassou Nguesso, l'affection pour lui, l'estime. Mais je dois dire que depuis 2011 et mes déclarations sur le financement politique par les chefs d'État africains des hommes politiques français, il ne m'a plus adressé la parole. Il vous en veut? Je ne l'ai plus vu, Denis Sassou Nguesso. C'est le seul chef d'État qui m'appelait chef. Je lui ai dit, mais Denis, pourquoi tu m'appelles chef? Il me dit, ah, quand il y a Robert Bourgi, c'est lui le chef. Je ne l'ai plus vu, Denis, depuis 2011. Je le considérais comme un frère aîné. Il a quelques années de plus que moi. J'ai beaucoup d'amitié pour lui. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que le président Sassou Nguesso n'ouvre pas les fenêtres en politique, ne fasse pas rentrer un air nouveau, un air frais, un air pas vicié, et fasse participer ses opposants à la gestion de la chose publique. Et je crois que quelque part, il m'en veut de l'avoir dit dans certaines interviews, comme je le dis aujourd'hui. Bien sûr, autour de lui, on va regarder l'émission. On va lui dire agnagni, agnagna, agnagni, agnagna, encore Robert Bourgi. Bon, voilà. Mais c'est un homme délicieux. Un homme délicieux. Vous êtes allé le voir à Oyo? Oh là là, j'étais habitant d'Oyo. Non, j'étais très lié à Denis, et même pendant sa traversée du désert, quand Lissouba était au pouvoir, avec lequel j'avais d'excellentes relations, Pascal. J'allais voir Denis Sassou Nguesso avenue Rapp, à son appartement avenue Rapp, et j'allais le voir au Vésiné. Pratiquement 2, 3 fois, 4 fois par semaine. Alors, qu'est-ce que vous voulez lui passer comme message, puisque... Je viens de le passer, le message. Denis, ouvre la fenêtre, ouvre les fenêtres à tes opposants. Et fais rentrer un air frais, un air pas vicié. Et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est tout. Message de Robert Bourgi, l'architecte invisible, qui est notre invité aujourd'hui. Robert Bourgi, on va parler à présent d'Idriss Déby du Tchad. C'est quelqu'un que vous avez connu, qui a été remplacé par son fils. Est-ce que vous pensez que ce dernier réussira? J'ai connu le nouveau président du Tchad, jeune, aux côtés de son père. Son père l'aimait beaucoup. J'ai posé les questions. Je suis très curieux. Je lui ai dit, mais Idriss, le petit, il a 40 ans de moins que moi. Et je lui ai dit, le petit, il m'a dit, il est très bien, je le forme, il est très bien. Mais pourquoi ne réussirait-il pas? Pourquoi? Il a pris le pouvoir, ma foi, il me semble bien taillé pour diriger le Tchad. À lui aussi, j'ai envie de dire,
ne gouverne pas comme a gouverné ton père. Il faut faire participer toutes les classes sociales du pays, les intellectuels. Les intellectuels apportent un air nouveau, un esprit nouveau à la politique. Mais on les fait participer. La confiscation du pouvoir entre les mains d'un homme et de son clan, merci pour le mot, ne nourrit pas l'intérêt du pays. Non. Alors, la Guinée équatoriale, c'est un autre pays important dans le golfe de Guinée, qui n'appartient pas forcément à la zone francophone, mais qui est en usage commun avec la zone francophone, le franc CFA. On a parlé d'un développement enclenché là-bas par le président Obiang Nguema. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez et que pouvez-vous nous en dire? Écoutez, je connais le président Obiang Nguema. Je l'ai rencontré chez lui au pays. Je l'ai rencontré chez lui en Suisse. J'ai même son portable. C'est un homme qui mérite l'estime, le respect. Et je ne comprends pas que la France n'ait pas réussi à faire une distinction entre lui et son fils, Teodorino, que je connais d'ailleurs, et que j'aime bien. C'est vrai que je l'aime bien. Bon, il a ses qualités, ses défauts, comme tout le monde. Bon, et c'est un homme bien, Obiang Nguema, c'est un sage. Et aujourd'hui, c'est l'élément de stabilité de l'Afrique centrale. Il faut que cela se sache. C'est le sage de l'Afrique centrale. Et dites-moi, la Guinée équatoriale, il faut y aller. C'est extraordinaire. Le pays est développé, la ville, les capitales sont belles, les routes sont là, les établissements d'enseignement, les lycées, les universités. L'émergence de nouvelles villes. Oui, ouais. Oui. Et c'est un homme bien. Et n'oublions pas quand même, cela s'oublie bien vite, que c'est une colonie espagnole. Et le président Obiang Nguema a choisi d'entrer dans la francophonie. Il faut le faire, ça, et saluer le courage de cet homme. Vous évoquiez Macky Sall tout à l'heure, et vous n'avez pas fait un mystère de l'excellence de vos relations avec lui. Il a quitté le pouvoir, il est aujourd'hui au Maroc où il vit. Pourquoi ne met-il pas son expérience pour la continuité ou plutôt pour la pérennisation des acquis? On a l'impression qu'aujourd'hui ça frictionne pas mal entre le nouveau pouvoir et lui. Et pourquoi forcément aller en exil après le pouvoir? Morgane, oui. Je vous arrête. Le président Macky Sall, si on lui demande, il est tout à fait prêt à mettre son expertise au service de son pays. Mais il s'est barré aussitôt que... Non, mais il ne s'est pas barré. Il ne s'est pas barré. C'est le président de la République, Diomaye Faye, qui a mis à sa disposition l'avion et il a voulu une nouvelle vie s'est ouverte à lui. Personne ne lui a demandé de mettre son expertise. Moi, j'appelle les nouveaux dirigeants sénégalais à faire appel à l'équation personnelle de Macky Sall, à son audience mondiale. Et il a une excellente réputation dans tous les milieux, en dehors du Sénégal. Mais pourquoi ne pas faire appel à lui? Or, je constate avec douleur que c'est en permanence une chasse aux sorcières. Moi, j'ai appelé, du temps de Macky Sall, dont j'étais très proche, dont je suis toujours très proche, j'ai appelé au renouvellement de la classe politique sénégalaise. Et j'ai été heureux de la victoire de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko aux élections présidentielles. Oui, j'ai été heureux. Il fallait qu'il y ait une nouvelle classe politique. Mais il n'y a aucune expérience sur le plan international, comme sur le plan national. Ce sont des patriotes, oui, ce sont des patriotes, mais sans aucune expérience. Il faut étoffer. Mais sans aucune expérience. Et je voudrais tellement
que les mains se tendent vers Macky Sall, parce que les mains de Macky Sall sont prêtes à prendre les mains du président et du Premier ministre. Mais il a été un peu dur avec ses opposants à l'époque. Mais moi, oui. Quel est le président qui ne chercherait pas à rétablir l'ordre quand il est perturbé? Un service d'ordre, c'est fait pour cela. Et d'ailleurs, il y a eu quelques expériences malheureuses du nouveau pouvoir en Casamance et à Saint-Louis, où il y a eu des troubles. Et on fait intervenir le service d'ordre. Il y a une police, il y a une gendarmerie pour cela. Bon, certes, les 80 morts, c'est 80 morts de trop. C'était un peu excessif. C'est 80 morts de trop. Que s'il y a eu des exactions, s'il y a eu la volonté délibérée de tuer et de faire mal, ceux-là doivent payer cher. Vous comprenez ce que je vous dis? Non, je comprends parfaitement. Doivent payer cher. Mais Macky Sall aime son pays. Vous croyez, je n'en ai pas parlé avec lui, mais vous croyez que Macky Sall, en dehors, certes, il est invité partout dans le monde, vous le savez, partout dans le monde. Encore hier, il était invité à Casablanca pour un forum international. Et il était récemment à Paris. Oui, il était à Paris, en haut lieu. Comme je l'ai dit, il n'a pas rencontré un gardien de musée. Vous voyez, à vous de comprendre ce que je veux dire. Il est reçu de partout, au plus haut niveau. Mais qu'on fasse appel à lui. Il aime son pays. Je suis certain, Macky, je suis certain que tu t'ennuies à Marrakech. Tu aimes le Maroc. Tu es un ami du souverain, du monarque. Tu es un ami de la famille royale. Mais tu es un homme d'activité. Il s'ennuie au Maroc. Il s'ennuie. Il voudrait rentrer dans son pays. Mais qu'on le laisse rentrer dans son pays et que ce ne soit pas au péril de sa vie. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous pensez qu'ils iraient jusque-là, Ousmane Sonko et Diomaye Faye? Vous savez, moi, écoutez, c'est la première fois que dans un pays, je ne vois pas les autorités de ce pays. Je n'ai jamais rencontré le président de la République comme le Premier ministre. Le pouvoir est si hermétique que ça? Je n'ai jamais rencontré l'un et l'autre. Le président de la République m'a écrit une lettre excessivement gentille, chaleureuse, lorsque je lui ai fait parvenir mes mémoires. J'ai fait la même chose dans la direction du Premier ministre. Je n'ai reçu aucune réponse. Parce qu'on doit lui dire, sans doute, « Ah, attention, il est l'ami de Macky Sall, il est toujours avec Macky Sall. » Mais dites-moi, j'étais avec Abdou Diouf. Abdou Diouf ne m'a pas fait le reproche de travailler avec Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade ne m'a pas fait le reproche de travailler avec Macky Sall. Mais Macky Sall demain apprendrait que j'ai vu Ousmane Sonko, que j'ai vu le président de la République, qui m'ont chargé de telle ou telle chose dans le domaine de la diplomatie parallèle. Vous croyez que Macky Sall m'en voudrait? Non, il ne m'en voudrait pas. Parce qu'il est habité par l'intelligence et l'amour de son pays. Alors, parmi tout le florilège de personnalités que nous avons évoquées tout à l'heure, de chefs d'État africains de premier plan, quel est celui qui vous a le plus impressionné intellectuellement? Incontestablement, Omar Bongo Ondimba. Incontestablement. Si j'ai un classement à faire, mais vous savez, ils sont très proches. C'est Djokovic, Federer, Nadal. Vous voyez, très très proches. Je mettrais en 1 Bongo, en 2 Houphouët, en 3 Mobutu. Mais ils sont très proches l'un et l'autre. Mais c'était une génération exceptionnelle. Alors, combien de gouvernements avez-vous vu renversés en Afrique par la France? Oh, par la France? Quelques-uns. Quelques-uns. Mais encore? Quelques-uns. Mais je me rappelle l'époque où on allait aux élections dans certains pays avec les urnes déjà prêtes.
Les urnes, déjà ouais, prêtes. Ça existait, ça? Oui, oui, ça existait. Et c'est pour ça que je suis bien placé pour dire que Brice Oligui Nguema a été élu démocratiquement. Ousmane Sonko, Diomaye ont été élus démocratiquement. La Côte d'Ivoire, c'est autre chose. Alors, c'est bien qu'on évoque ces questions d'actualité. Hein. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne, cette prise de liberté de l'AES, Mali, Niger, Burkina Faso. Ces trois pays ont décidé de se mettre en marge de la CEDEAO et d'assumer clairement une rupture avec la France. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment percevez-vous tout cela? Je trouve que ces trois jeunes régimes, militaires bien sûr, sont dans le vrai. D'accord. Il faut que l'Afrique, il faut qu'il y ait aujourd'hui une autonomisation de l'Afrique, sur tous les plans, politiques, économiques, financiers. Aujourd'hui, les choses ne doivent plus être réglées à Washington, à Paris, à Berlin, à Londres. Il faut que ce soit les Africains qui soient régis par d'autres Africains. Un point, c'est tout. Alors, récemment, toujours dans l'actualité, on a vu un putsch manqué du côté de Burkina Faso. Que pensez-vous d'Ibrahim Traoré? C'est quelqu'un qui jouit d'une vraie popularité auprès des publics africains et voire de la diaspora. Qu'est-ce qui vous inspire, lui? Vous l'avez rencontré, qu'est-ce que vous en pensez? Je l'ai connu. J'ai connu leur président et je les ai connus fatalement. Fatalement, je les ai rencontrés. Mais depuis, ils ont évolué, ils ont grandi. Je ne les ai plus rencontrés. Mais je leur fais confiance. Je leur fais confiance. C'est dur, c'est très dur, mais je leur fais confiance. Les choses évolueront dans un sens favorable pour ces pays. Alors, cette rupture avec la France, pour vous, c'est une chance pour repenser les relations franco-africaines? Est-ce qu'il faut le voir comme ça? Moi, je constate qu'un affaiblissement de l'autorité française en Afrique, les relations que j'ai connues, qui ont été mises en place au lendemain des indépendances, n'étaient pas des relations viables, parce qu'elles n'étaient pas, sur la longue durée, au service des populations, en faveur des populations. Et de toute façon, les choses ne reviendront plus comme avant. Il faut que la France accepte de partager sa présence en Afrique. Avant, c'était primus inter pares. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Il faut qu'elle accepte d'être un partenaire comme les autres. Gagnant-gagnant. Aujourd'hui, le primat colonial du passé ne peut plus passer aujourd'hui. C'est impossible avec les nouvelles élites, avec la nouvelle génération, avec la nouvelle jeunesse africaine. Quand vous pensez qu'au Sénégal, il y a 65% de jeunes de moins de 30 ans. Non mais enfin, c'est énorme, c'est énorme. Alors, on va franchir une frontière, en l'occurrence celle du Burkina et de la Côte d'Ivoire, pour évoquer le cas ivoirien qui est aussi présent dans l'actualité. On a aperçu Tidjane Thiam à Paris hier, Tidjane Thiam qui a été retoqué des candidats potentiels à l'élection présidentielle. Comment vous voyez les choses de ce côté, vous qui êtes un bon connaisseur et un visiteur du soir du couple Ouattara et Dominique? J'ai été un visiteur du soir, j'ai été l'ami d'Alassane. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais consulter un grand marabout pour me dire ce qui s'est passé, pour que Alassane Ouattara m'ait fermé l'accès de la Côte d'Ivoire. Je vois quelquefois sa femme, je l'aperçois au restaurant. On fréquente des restaurants communs, le Stresa, le Flandrin.
Elle a toujours été très agréable avec moi. Elle est restée la même que j'ai connue. Et lui, fini. Mais moi, j'ai une chose à vous dire. Et je le répète sans cesse. Je suis inquiet pour la Côte d'Ivoire. Voilà un homme qui s'appelle Alassane Ouattara. Un homme intelligent. Un homme qui a du prestige. Un homme qui a été formé par Houphouët-Boigny. Choisi par Houphouët-Boigny. Comment cet homme, dont tout le monde sait qu'il n'est pas d'origine scandinave, dont tout le monde sait qu'il est d'origine voltaïque puis burkinabé, comment cet homme peut se permettre de dire que Tidjane Thiam n'est pas ivoirien? Un homme dont le père a été ministre d'Houphouët-Boigny, un homme qui est le filleul de Papa Houphouët, un homme qui a grandi à la maison du père, c'est-à-dire d'Houphouët-Boigny. Comment cet homme, tout d'un coup, n'est plus ivoirien? Non mais enfin, on est dans quel monde? On est dans quel monde? Mais Alassane, je m'adresse à lui, tu oublies que tu as... Bédier t'a combattu au nom de l'ivoirité. Henri Conan Bédier t'a combattu au nom de l'ivoirité. J'ai été à tes côtés. Villepin était à tes côtés pour te défendre. Il faut que tu le saches, tu n'as pas oublié, Alassane. Et voilà que maintenant, au nom de ce dogme, tu veux interdire à Tidjane Thiam d'être candidat à la présidentielle. Mais on est dans quel monde? Mais il est apprécié des milieux financiers mondiaux. Il était dirigeant d'une grande banque suisse. On devrait être fier de l'avoir comme candidat. Alors, il élimine... Gbagbo est éliminé. Le pauvre, il a payé de 10 ans de liberté à la CPI. Rentré au pays, maintenant on le condamne? Non, mais il a payé sa dette. Vous êtes d'accord? Il a payé sa dette, 10 ans à la Haye. Soro est éliminé. Gbagbo est éliminé. Blé Goudé est éliminé. Et voilà Tidjane Thiam. Mais il va se présenter contre qui? Contre des fantômes? Non. Et alors, pourquoi votre... J'ai parlé, j'ai haussé le ton, pardonnez-moi. Alassane Ouattara, qui par ailleurs a fait un travail remarquable en Côte d'Ivoire ces dernières années, pourquoi, à votre avis, il veut s'accrocher? On a ouï dire, hein, par certaines indiscrétions, qu'il y aurait quelques affaires judiciaires sous le coude qui seraient éventuellement agitées. Ce que vous avez entendu, Morgane, je l'ai entendu, que la justice s'intéresserait à Dominique Folleroux, épouse Ouattara, s'intéresserait l'héritage d'Houphouët-Boigny, les biens mal acquis et tout. Les bruits que vous avez entendus, je les ai entendus. Mais il est évident qu'Alassane Ouattara ne prend pas cette route sans le conseil de sa femme. Sans le conseil de sa femme, pour laquelle je renouvelle mon attachement et mon affection. Alors, vous pensez que s'il y avait une élection régulière en Côte d'Ivoire aujourd'hui, Thiam, Gbagbo, Ouattara, qui aurait eu une chance de l'emporter? J'aimerais bien faire comme Omar Bongo Ondimba. Un jour de confidence, je dis, papa, mais pourquoi vous financez tout le monde en France? Tout le monde. De la gauche à la droite. Il me dit, fiston, je joue aux courses. Je mise sur tous les chevaux. Un cheval va rentrer et j'aurais misé sur lui. Aujourd'hui, je ne sais pas qui va l'emporter. Qui va l'emporter, mais j'avoue quand même. Alassane Ouattara, plus Thiam, plus Gbagbo, plus Soro, c'est un sacré attelage de très grande qualité. Je regrette simplement que cette course n'ait pas lieu et que
si cette course a lieu, que les règles soient faussées. Je le regrette simplement, pour ce pays que j'aime tant. Alors, vous avez bien connu la coopération française. Si vous devriez écrire aujourd'hui une lettre au président de la France sur le futur des relations avec l'Afrique, qu'est-ce que vous mentionnerez en quelques mots, puisqu'on touche à la fin de notre entretien? Je lui donnerai le conseil suivant. Monsieur le Président de la République, faites comme Jacques Chirac, faites comme Sarkozy, prenez votre avion et allez discuter avec ces gens-là. Vous connaissez l'arbre à palabres en Afrique. Moi, j'aurais pris, au moment de la crise avec le Niger, au moment de la crise avec le Mali, même maintenant avec le Burkina, je prends mon avion, je prépare mon entretien et je vais voir ces chefs. Chez eux, sous leur ciel. Et je dors chez eux. Et on discute. Rien n'empêche cela. Je suis certain qu'avec l'intelligence qui l'habite, Emmanuel Macron serait capable d'inverser les choses. Est-ce sa volonté? Mais j'appelle le président pour qu'il nourrisse cette volonté. Robert Bourgi, quel est votre plus grand regret? C'est que la France ait perdu pied en Afrique. Et votre plus grande fierté? D'avoir été appelé par Omar Bongo dans tous les cénacles. C'est mon nègre blanc. Pourquoi les gens ne comprennent pas que les archives, c'est fait pour être déclassifié et pour l'histoire? Monsieur Morgan, tout à l'heure, au début de votre propos, il y a eu un mot que vous avez prononcé, c'est doyen. Quand on est doyen, c'est qu'il est temps de raconter sa vie. Et on ne raconte pas sa vie sans preuve. C'est pour cela qu'en parcourant mes mémoires, vous verrez qu'il y a des écrits, des documents qui prouvent que tout ce que je dis est fondé sur la vérité. J'ai eu cette chance d'être placé au carrefour de tant de choses, de tant d'hommes, de tant de situations, que pour moi c'est une richesse que je me dois de partager au soir de ma vie avec les générations actuelles et les générations futures. Mais un seul mot que je dirai à mes jeunes frères africains, à mes petits-fils africains, ne comptez que sur vous-même. Pas un sou ne doit aller dans la direction du financement des partis politiques étrangers. Gardez vos sous pour les populations de vos pays et ne comptez que sur vous-même et jouez le gagnant-gagnant. C'est tout. Alors, vous parlez souvent avec beaucoup de tendresse de votre père, Mahmoud Bourgi, celui qui vous a donné donc un nom avant que vous-même vous ne fabriquiez votre prénom et plusieurs autres surnoms. Nous allons évoquer la famille en France pour sortir de cet entretien. Et pour cela, nous allons accueillir ici notre chroniqueuse Mireille Moguena pour vous interroger sur la question de la famille actuellement en France. Bonjour Monsieur Bourgi. Vous qui êtes témoin de cette France, de cette Afrique en mutation, que pouvez-vous nous dire de la famille, des placements abusifs de l'ASE? Quel est votre regard sur la situation actuelle de la France aujourd'hui dans ce délitement de la famille en France sous le sceau de la protection judiciaire ou alors, comment dirais-je, de l'administration judiciaire? On assiste à cette déstructuration de la famille. Et si vous aviez un message ou un témoignage à apporter, quel serait le vôtre? Vous abordez une question extrêmement sensible. Soyons fiers de nos valeurs africaines, qui nous viennent du fond des âges, que nos ancêtres nous ont transmises. Aujourd'hui, quand je vais visiter certaines familles africaines, sénégalaises ou autres, quand j'arrive dans la maison et que je vois un vieux ou la vieille qui est assise
quelquefois a perdu la vue, perdu parfois la raison, elle est toujours là. Vous ne verrez jamais un Africain dans un EHPAD. Vous ne verrez jamais apparaître les EHPAD dans les États africains, où le fils respecte le père, où le fils respecte la mère, où le fils respecte l'oncle, où le fils respecte le grand-père, où le fils respecte la grand-mère. Je le cite en citant mon exemple personnel. Je suis heureux lorsque j'arrive à Dakar, que le chauffeur, quand il m'accueille à l'aéroport, me dit « Grand-père, asseyez-vous, je m'occupe de tout. » Je suis à l'hôtel, la femme de chambre, le valet de chambre, les serveurs du room service. « Bonjour grand-père, ça va, ça vous. » Si vous le dites en France, on vous dit que vous insultez. C'est péjoratif, grand-père et grand-mère. Oui ou non? Oui. En 2003 en France, Morgane, il y a eu la canicule. Il y a eu 15 000 morts en France. 15 000 morts. En Italie, il y en a eu 2. En Corse, aucun. Parce que leurs valeurs sont les mêmes que les nôtres. Que les mêmes valeurs que celles des Arabes. En France, il y a eu 15 000 morts. Je me trouvais au Flandrin, je donne le nom du restaurant, au moment de la canicule. À côté de moi, il y avait un couple qui parlait entre eux. Il disait, j'ai dit qu'on était en vacances. Ils voulaient nous appeler pour nous occuper de papa et de maman. J'ai payé ma note, Morgane, et je suis parti écœuré. Ça, vous ne l'entendrez jamais en Afrique. Et la preuve, on a vu que vous avez développé des liens très fusionnels, même avec vos propres enfants. Dernière question, Robert Bourgi. Que souhaitez-vous que l'histoire retienne de vous? Je suis heureux d'être né en Afrique. Je suis heureux de ne jamais avoir quitté, d'une manière ou d'une autre, l'Afrique et les Africains. Je regrette quelquefois que ma tâche ait été mal comprise. Mais à l'époque, je ne pouvais rien faire d'autre. Aujourd'hui, pour dénoncer certaines choses, je n'ai plus que la parole depuis 2011. Je l'ai payé quelquefois assez cher. J'ai été suspendu de l'ordre des avocats 2 fois. Une fois 1 an, une fois 2 ans. Et on m'a même, le président Macron m'a même enlevé la Légion d'honneur pendant 5 ans, que j'ai remise. Et que l'on retienne de moi que j'ai été un serviteur de la France, un serviteur de l'Afrique, et que l'Éternel m'a donné une famille extraordinaire. Merci Robert Bourgi. Et c'est sur ces mots que nous allons clore cet entretien. Entretien historique avec celui que nous avons appelé l'architecte de l'invisible. 50 ans d'histoire entre la France et l'Afrique. 50 ans au service donc de ce système Robert Bourgi que nous accueillons aujourd'hui comme un homme qui a fait ou participé à faire l'histoire. Merci encore à vous d'avoir accepté notre entretien. Je vous remercie Morgane. J'ai passé un bon après-midi avec vous. C'est la fin. Vous nous retrouvez sur le fauteuil rouge de notre chaîne avec d'autres personnalités tout autant attachantes et passionnantes. À très bientôt.